Bonjour. Je vous remercie de me donner cette tribune, et en quelques mots, parce que nos activités sont nombreuses et riches, donc ce serait effectivement assez long de les résumer. Je voulais vous brosser un panorama rapide de ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons et depuis quand nous le faisons. En fait, la recherche à l'école d'architecture de Paris-Belleville, qui s'appelait à sa création en 1969 Unité pédagogique d'architecture numéro 8, est assez ancienne, et elle s'est en fait organisée sur une sorte de réaction à l'époque des enseignants de cette école, qui était de lutter contre la destruction de la ville ancienne. Il y avait une sorte de prise de conscience, et notamment dans le quartier où était l'école, de la disparition de pans entiers des faubourgs populaires de Paris et de la nécessité de proposer des alternatives en conservant davantage, en respectant davantage et en étudiant les formes qu'on était en train de détruire, avec une analyse à la fois des types de bâtiments et des formes, de la morphologie urbaine que prenaient ces types quand ils étaient assemblés. Et ça a, je dirais, concentré beaucoup d'énergie, et c'était partagé à l'époque avec un certain nombre d'autres écoles, avec notamment l'école d'architecture de Versailles, qui travaillaient un peu sur les mêmes questions et qui, au moment où ces écoles ont été créées, donc après la disparition de l'école des Beaux-Arts en 1968, se sont d'une certaine manière mobilisés pour ce qui leur tenait à cœur, et ces études étaient donc importantes, soutenues par les travaux des élèves et par le début, on dirait une sorte de démarrage de la recherche dans ces établissements nouvellement créés. Toutes ces écoles viennent de fêter leurs 50 ans. Et au fil du temps, cette recherche est institutionnalisée, au départ sous l'influence du ministère de la Culture et de l'équipement, puisque l'architecture était d'abord à l'équipement à l'époque, aujourd'hui de la transition écologique, puis à la culture. Et elle s'est institutionnalisée sous la forme d'équipes de recherche reconnues, donc évaluées sur des programmes pluriannuels, et avec une recherche qu'on appelait à l'époque incitative, c'est-à-dire que les ministères, ceux de l'équipement et ou ensuite de la culture, proposaient des sujets, on y répondait pas, et au fil du temps, des laboratoires plus organisés se sont constitués. Et comme beaucoup d'établissements, je pense à l'école des Ponts ou à d'autres écoles, la vraie transition s'est opérée finalement après les années 2000, quand on a commencé à nous proposer de nous inscrire dans ce fameux système LMD, licence, master, doctorat, dans lequel on n'était pas vraiment installé. Et pour autant, certains de nos étudiants faisaient des thèses. Alors ils les faisaient à l'université, en histoire de l'art notamment, et ou en urbanisme, notamment à l'époque à Paris 8. Voilà. Et puis aujourd'hui, nous sommes donc très contents d'être associés. Et en même temps, nous avons développé une recherche qui est déjà inter-établissement, puisque à l'école d'architecture de Belleville est situé donc le siège d'une unité mixte de recherche qui s'appelle Auxerre, auquel vous pouvez accéder facilement par Internet, qui regroupe une petite centaine de personnels, chercheurs, doctorants, etc., et administratifs, qui sont donc situés dans des écoles différentes, qui chacune ont développé leur histoire particulière. Et à Belleville, ce laboratoire s'appelle l'IPROS, dont je fais partie, et dont font partie ici les personnes qui ont présenté tout à l'heure ce sujet sur les précarités urbaines, et également Guy Lambert, qui est historien de l'architecture, qui est présent ici. Et dans ce laboratoire, nous avons donc un certain nombre de sujets qui sont portés, comme souvent, par des chercheurs qui donc les ont initiés. Et notamment, on pourrait dire, il y a deux grandes familles de projets. Ces projets sur la ville, qui d'une certaine manière viennent de cette histoire de l'école, l'histoire des villes, l'histoire des territoires, et
par ailleurs, je dirais en parallèle, une histoire qui est plus celle de l'architecture elle-même, la manière dont elle a été enseignée, la manière dont l'architecture est un sujet d'étude, et cette histoire de l'architecture est d'autant plus importante pour nous que notre discipline a été d'une certaine manière reconnue, puisque depuis environ 15 ans maintenant, nous sommes diplômés, donc on peut passer des doctorats en architecture, ce qui auparavant n'était pas le cas. Donc d'une certaine manière, la recherche dans les écoles d'architecture a suivi, je pense, la même histoire que dans les écoles d'ingénieurs, c'est-à-dire devient finalement importante, un sujet important pour l'école, pour ses élèves, et également pour un certain nombre de formations post-diplôme qui sont données donc, dans les écoles d'architecture, qui se nourrissent de la recherche ou qui elles-mêmes incitent de nouveaux sujets de recherche. Et parmi ces sujets, il y en a un qui est particulièrement représenté à l'école, dont on a parlé ce matin, c'est les recherches qui ont trait au patrimoine. Alors quand on pense patrimoine, on pense vieille église gothique ou romane, et en réalité, on le sait, le patrimoine aujourd'hui a pris des formes extrêmement variées, extrêmement diverses, du petit patrimoine au très grand patrimoine, du meuble à l'immeuble. Et donc nous avons à la fois une formation diplômante qui s'appelle le DSA Architecture et Patrimoine, qui forme donc des architectes du patrimoine, mais nous avons également des séminaires, des masters, etc., qui portent sur ces questions, avec ce grand sujet dont on parlait tout à l'heure avec la personne qui a présenté pour l'STP la question de l'analyse de l'air, ce grand sujet qui est le patrimoine qu'on appelle moderne, ce patrimoine mal aimé, construit dans les années d'après-guerre, qui est le patrimoine aujourd'hui architectural le plus menacé, hein, qui a subi sans doute le plus de destruction, à tel point que la communauté européenne a émis un avis pour dire que si on continuait comme ça, il ne resterait plus rien de l'architecture d'après-guerre, et qu'on s'emploie à faire reconnaître parce qu'il a des qualités, ne serait-ce que celle de témoigner de cette histoire formidable de la croissance donc de l'après-guerre, et qu'il a des qualités intrinsèques du point de vue de son usage, et que l'ignorance de ses capacités de transformation est tout à fait dommageable pour la société au-delà des débats sur l'architecture elle-même. Voilà, je vous remercie.